Bonsoir, les mères porteuses ont-elles le droit de concevoir un enfant pour le compte d'une autre personne? Les fumeurs devront-ils entrer dans la clandestinité? Comment une ville aussi importante que Paris peut-elle s'organiser quand le métro ne fonctionne pas? Voilà les questions du jour. Elles portent sur notre vie quotidienne et illustrent si bien l'évolution de la société française que le monde politique semble quelquefois dépassé. Cela explique les blocages multiples qui débouchent sur des conflits ou des casse-têtes difficiles à résoudre. Premier dilemme, il est posé par ce qu'on appelle désormais la maternité pour autrui. Un couple stérile peut-il faire appel en toute légalité à une tierce personne, à une mère porteuse? La Cour de cassation, notre Cour suprême, s'est réunie aujourd'hui à titre exceptionnel. La décision est imminente, elle n'est pas encore connue, mais Clément Weirenal vient d'obtenir à l'instant même des précisions. Le principe des mères porteuses est le suivant. Un couple dont la femme ne peut avoir d'enfant passe un contrat avec une deuxième femme, la mère porteuse, au terme duquel cette seconde femme s'engage à concevoir un enfant avec le mari et à abandonner cet enfant à la naissance. L'enfant sera reconnu et adopté par le couple stérile. Cette pratique est parfaitement illégale, la Cour de cassation vient de le rappeler. Le droit est formel, le Code civil ainsi que le Code pénal interdisent tout contrat, même gratuit, sur l'enfant à naître. L'arrêt de la Cour de cassation met fin néanmoins à une certaine incertitude. On se rappelle la décision de la Cour d'appel de Paris qui, il y a un an, avait estimé que la pratique des mères porteuses n'était contraire ni aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public. Manipuler, là, je ne parle plus de l'être humain, mais manipuler la filiation. Sinon, c'est l'anarchie. Il y a un état civil, on ne fait pas n'importe quoi. Au-delà du problème juridique, le premier avocat général a tenu à mettre en garde les juges contre toute démission spirituelle face au progrès de la science. Il faut bien sûr adapter le droit aux évolutions de la société, a souligné le représentant du ministère public, mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas en oubliant les principes ancestraux qui fondent la société humaine. Second blocage, les relations entre les citoyens et leur justice. Relations marquées par un certain malaise. Et cela explique l'organisation d'une journée porte ouverte au palais de justice de Créteil. Avocats, magistrats ou éducateurs, ils sont tous partis d'un même constat. Les jeunes ont une mauvaise image de la police ou de la justice. Le but de cette opération exceptionnelle, c'est d'aller à leur rencontre, de parler avec des jeunes comme Sébastien, 18 ans. Il vient de réaliser un court-métrage sur 24 heures de garde à vue. C'est sa propre histoire. Reportage de Pascal Justice et Édouard Pazis. Nuit blanche est le titre du court-métrage réalisé par un élève de terminale, section cinéma. Sébastien raconte sa propre histoire, celle d'une nuit passée en garde à vue dans un commissariat pour avoir été pris avec un joint. Bien roulé. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu sais qu'à la longue, ça rend abruti? Élève Sébastien à la barre, s'il vous plaît. On pourrait peut-être m'accuser d'avoir une certaine pensée anti-policière. L'intention, c'est de faire un constat d'impuissance de la police par rapport à ça, par rapport au problème de toxicomanie, car nous pensons réellement que leur méthode ne résolve rien du tout. Peu de jeunes ont vécu les mésaventures de Sébastien, mais ils sont nombreux, trop nombreux au goût des policiers et des magistrats, à ne retenir que le rôle répressif de leur fonction. Mignon comme ça. Mignon les gars. Les caleçons, là. Non mais non, tu vas tout enlever. C'est une Noël totale. Ça, c'est très dur. Ça, c'est très très dur parce que je ne peux pas, entre un joint et mettre quelqu'un nu, l'humilier entièrement, complètement, il y a une disproportion énorme et une déshumanisation totale. Bon allez, tu peux sortir. C'est pas en humiliant quelqu'un qu'on arrive à, comme on dit, le faire rentrer dans le droit chemin, non? Sébastien est ressorti du commissariat avec cette certitude. Reste maintenant aux policiers et aux magistrats qui la partagent à convaincre les jeunes de leurs bonnes intentions. À l'occasion de cette journée, Henri Nallet et Michel Sapin ont été chahutés par les personnels de l'éducation surveillée. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons invité Béatrice Patry, qui est secrétaire générale adjointe du syndicat de la magistrature. C'est aussi à l'occasion de l'ouverture du congrès de ce syndicat. Mais Béatrice Patry, et je vous prie de nous en excuser, n'est pas encore arrivée. Elle est sans doute bloquée dans les embouteillages. Et précisément,
De tous les blocages auxquels je faisais allusion tout à l'heure, le plus spectaculaire et le plus aigu concerne les banlieues. Il est tel que le gouvernement tente de donner une âme à certains quartiers. C'est le sens de la visite d'Édith Cresson et de Michel Delbar dans les cités d'Orly, en banlieue sud, cet après-midi. Orly, banlieue tranquille, grâce à des initiatives qui vont dans le sens de ce que le gouvernement voudrait développer. Reportage sur place d'Hervé Dino et Philippe Jasselin. Femmes qui n'aiment pas donner leurs recettes, hein. Et vous les donnez. Au cours de ce thé à la menthe, partagé avec des femmes maghrébines, Édith Cresson, elle, n'a pas révélé sa recette pour la banlieue. Elle a d'ailleurs sciemment cultivé le paradoxe en choisissant pour cette visite Orly, une commune où tout va bien. Ici, sous l'impulsion du maire communiste reconstructeur Gaston Viens, plusieurs projets de réhabilitation et de développement social des quartiers ont été menés à bien. En fait, le Premier ministre souhaite que l'histoire future de la banlieue s'écrive avec de belles lettres au beau délié, telles que celles qu'on montre à ces femmes en stage d'alphabétisation. Édith Cresson reconnaît qu'il y a urgence, mais n'a pas encore de solution miracle à proposer. L'urgence, elle existe, c'est vrai. Mais vous ne savez pas trop où une affaire peut éclater. Parce que, par exemple, à Mantes-la-Jolie, c'était au contraire une commune où les choses allaient plutôt bien, la concertation avec les associations, la municipalité se passait bien. Il y a eu une sorte d'accident, c'est vrai. Bon, il faut essayer de limiter, voire de supprimer ces accidents. Édith Cresson considère que les stages de rap et de théâtre organisés à Orly valent bien mieux que de longs discours. Elle souhaite que dans l'avenir, jeunes des banlieues et élus évoluent au même rythme. Signe des temps, ces rappeurs seront invités à la Garden Party de Matignon, qui réunit chaque année au mois de juin le Gotha du monde politique. Clément Weirenal était bien informé. La Cour de cassation vient de rendre publique sa décision. Elle juge illégale la pratique des mères porteuses. Cette pratique, dit la Cour de cassation, représente un détournement de l'institution de l'adoption. La grève des agents de la RATP a eu un mérite. Elle a contraint les Parisiens à se parler. L'autostop n'a jamais été autant pratiqué et les discussions ont duré. Les embouteillages n'ont jamais été aussi denses. Station de métro fermée ou rames bondées, la grève a été beaucoup plus suivie qu'on l'imaginait. La plupart des lignes ont été totalement fermées. Paris pagaille toute la journée et ce n'est toujours pas terminé. Agnès Poligné. Ce devait être une magnifique journée de printemps, mais les sorties de ce vendredi se sont transformées en véritable parcours du combattant vers les taxis ou les quelques métros. 2 lignes sur 13 à midi, 4 à 17 h, les Parisiens n'avaient pas le choix. Là, je vais rentrer chez moi et partir en week-end plus tôt. Pas plus de chance avec les bus, le trafic n'était assuré qu'à environ 30%. Certains ont osé prendre leur voiture, les autres ont marché. Nous allons marcher 1 heure. J'ai marché environ 3 heures déjà, au matin. Bon, c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix. Bon, on fait. L'ampleur du mouvement a dépassé les prévisions de la direction, qui disait hier pouvoir assurer la moitié du trafic. La plupart des syndicats de la RATP demandent de meilleurs salaires, plus de sécurité au travail et protestent contre la remise en cause de leur régime spécifique de retraite. La grève continue jusqu'à ce soir minuit. Demain, Paris devrait pouvoir retrouver son vrai visage. Pas de grève en revanche à la SNCF dans les jours qui viennent. Cette information a été donnée par le syndicat des conducteurs autonomes à la suite d'une table ronde cet après-midi avec la direction. Un appel solennel aux fumeurs qui existent encore dans ce pays. Planquez-vous. Les non-fumeurs préparent des listes noires. Et certaines entreprises vont encore beaucoup plus loin dans la chasse aux fumeurs. Chez Dupont de Nemours à Besançon, il sera interdit de fumer ailleurs que dans une pièce spéciale à partir de demain. Les intoxiqués qui ne l'acceptent pas risquent le licenciement. Reportage de la 3 à Besançon, Marianne Buisson. Pour la cigarette et Dupont de Nemours, ça n'a jamais été le grand amour. Depuis 2 ans, pas question de s'en griller une petite en dehors des zones rouges, c'est-à-dire hors des espaces fumeurs. Raison invoquée, la sécurité et la qualité des produits. Aujourd'hui, la direction rallume la mèche, interdiction absolue de fumer dans l'entreprise, à l'exception d'une salle de détente. C'est un petit peu, plus ou moins, une petite atteinte à la liberté des gens. Moi, comme je ne suis non fumeuse, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà entendu des réactions de gens qui disaient si c'est trop dur pour moi, peut-être que ce sera un motif de partir pour chercher du boulot ailleurs. Fumer ou travailler, il faudra choisir. 500 employés sur le site de Besançon, 20% de fumeurs. Les plus accros pourront bénéficier d'une aide médicale. Ceux qui éventuellement ne peuvent pas s'abstiner de fumer de tout pendant une période de 4 heures, entre 3h30 et 4 heures, on va
probablement au début leur permettre d'y aller fumer tous les 2 heures une cigarette dans cette salle d'attente. Les règles sont fixées dès le départ, les gens n'auront pas le droit de fumer en cachette. Et si, je pense, cette règle n'est pas respectée, il pourrait y avoir des sanctions, ça c'est sûr. Une sanction pour entrave au règlement intérieur d'une entreprise, cela signifie un avertissement et pourquoi pas un licenciement. Aucune réaction des syndicats puisque chez Dupont de Nemours, filiale d'une entreprise américaine, aucun syndicat n'est représenté. Certains diraient qu'il n'y a pas de fumée sans feu. François Mitterrand s'est rendu compte de cette ébullition sociale, nous avons parlé au début de ce journal, en se rendant à Grenoble. Une manifestation a eu lieu d'ailleurs à l'occasion de sa visite à Grenoble. Le chef de l'État a été lui aussi chahuté, comme Henri Nallet et Michel Sapin, par les infirmières anesthésistes qui poursuivent leur grève et qui demandent à l'État de conclure un accord avec eux. Et conscient de cette ébullition sociale, François Mitterrand a lancé un appel à la cohésion sociale des Français et a dit que la sécurité sociale ne serait pas menacée. Reportage de Marie-Hélène Tichou. Devant 3000 congressistes de la Mutualité française, le président de la République a voulu réaffirmer son attachement au système de solidarité et rejette tout ce qui amènerait un système de soins à plusieurs vitesses. Va-t-il falloir encore rationner les soins, comme on l'entend dire par certains qui ne sont pas toujours dépourvus d'arrière-pensée? Ai-je besoin de m'inscrire en faux? Seule la mauvaise foi pourrait conduire à nier l'évidence. On peut mieux soigner sans dépenser plus, et même, je le répète, en faisant des économies. Sur les remèdes à apporter au déficit de la sécurité sociale, François Mitterrand a précisé que les décisions seront prises dans les prochaines semaines, mais qu'il faudrait attendre pour qu'elles portent leurs fruits. Il a voulu aussi rendre hommage aux mutualistes, pour lui les artisans de la cohésion sociale. En Espagne, les autorités et la population craignent de nouvelles actions de la part de l'ETA, malgré l'arrestation des auteurs du récent attentat. Le démantèlement du commando Barcelona hier, c'est bien sûr un coup très dur porté aux terroristes basques d'ETA. Les 2 hommes abattus hier étaient parmi les plus recherchés d'Espagne et d'autres arrestations ont suivi. Jean-François Gringoire. Hier après-midi, 16h, Lliçà d'Amunt, à 30 km au nord de Barcelone. 24 heures à peine après l'attentat contre la caserne de Vic qui a tué 9 personnes, une unité spéciale de la garde civile vient de neutraliser le commando Barcelona de l'ETA. Dans l'assaut mené contre la maison qui les abritait, Juan Carlos Monteagudo et Juan Félix Erizuma ont été abattus. 4 autres personnes, dont un Irlandais, ont été arrêtées, des armes et des explosifs saisis. Monteagudo et Erizuma, dont les avis de recherche étaient placardés dans toute la Catalogne, étaient parmi les terroristes les plus recherchés d'Espagne. Ils seraient responsables de la mort de 6 policiers dans un attentat commis il y a 5 mois et impliqués dans l'attentat qui a tué 21 personnes dans un hypermarché de Barcelone il y a presque 4 ans. Hier soir, le démantèlement du commando Barcelona a permis l'interpellation à Saint-Jean-de-Luz de 3 Basques espagnols. D'autres opérations de police devraient suivre sur la côte basque. On croyait la polémique sur le sida définitivement terminée entre Américains et Français. Eh bien, elle rebondit à l'initiative des Américains. Et si le professeur Gallo revient sur ses propos, c'est que les intérêts en jeu sont énormes. Tous les bénéfices des ventes de tests sur le sida iraient à l'Institut Pasteur en cas de capitulation des chercheurs américains. Bertrand Edel. Robert Gallo n'est pas homme à baisser les bras. Malgré les nombreuses réactions suscitées par sa lettre publiée dans la revue scientifique Nature, ce matin sur France Info, le chercheur américain tentait de minimiser l'impact de ses premières déclarations. It's a manipulation of you and the French people and the media by a few journalists and by unfair statements that are coming out. De son côté, le professeur Montagnier exprimait hier son soulagement de voir, à travers les aveux de Robert Gallo, la fin d'une querelle vieille de 7 ans. Pourtant, aujourd'hui, l'affaire est loin d'être terminée. Robert Gallo, qui est toujours sous le coup d'une enquête aux États-Unis, devra prouver que la contamination de son virus est bel et bien accidentelle et qu'il n'a pas cherché à s'approprier de façon malhonnête la découverte de l'Institut Pasteur. Restent les conséquences financières. Depuis 1987, chaque fois qu'un test de dépistage du sida est pratiqué, l'Institut Pasteur et son équivalent américain se partagent des royalties. Si le professeur Gallo ne parvient pas à prouver sa bonne foi, les chercheurs français pourraient exiger dans l'avenir
fournir la totalité des sommes perçues. Avec une estimation de 40 millions de séropositifs dans le monde d'ici l'an 2000, on comprend mieux aujourd'hui l'enjeu d'une telle affaire. Ça tangue sur la Canebière. La défaite de l'OM pourrait entraîner quelques départs. Tout est parti d'une phrase de Bernard Tapie hier soir. Tous les titulaires de l'OM qui souhaitent rester peuvent rester. Ceux qui pensent que c'est trop dur, je ne les retiens pas. Alors qui peut ou qui va partir de Marseille? Pronostic avec Didier Chaumont. Des lendemains de défaite annonciateurs de grands bouleversements à l'Olympique de Marseille. Ce fut déjà le cas l'an dernier après l'échec de l'OM en demi-finale contre le Benfica de Lisbonne. Bernard Tapie, en bon gestionnaire, va donc prendre sa machine à calculer et faire ses comptes. Le boss a prévenu, ils peuvent tous rester, mais je n'interdirai à personne de partir. Les rumeurs de départ, tout d'abord côté staff technique, Michel Hidalgo s'en va, c'est une certitude. Franz Beckenbauer, on le dit partant pour la société Adidas. Quant au Belge Raymond Goethals, s'il pourrait être remplacé par Ivic, l'ancien entraîneur de PSG. Pour la refonte de l'effectif, les portes sont grandes ouvertes pour Philippe Berghuis, Amoros, Dimeco, Cantona, Stojkovic et pourquoi pas Jean-Pierre Papin. Pour les arrivées au club, maintenant le nom le plus souvent avancé, celui de Laurent Blanc de Montpellier et le remplacement de Pascal Olmeta par Martini dans les buts. Quoi qu'il en soit, dans la course à l'Europe, le financier Bernard Tapie devra lui jongler avec les chiffres pour ne pas décevoir les supporters marseillais. Et ça ira peut-être mieux au Paris Saint-Germain. Notre confrère Pierre Lescure, directeur général de Canal+, devient président avec Bernard Brochant. Nous vous avons montré tout à l'heure une très belle image du match de tennis opposant Connors à Chang, opposant, comme dit Champeau, le vieux lion au jeune renard. Eh bien, le vieux lion a abdiqué, mais en beauté. On retrouve Dominique Champeau à Roland-Garros. Tout à fait, Paul. Poignante fin de match ici à Roland-Garros, car après avoir remporté le 4e set, alors qu'il avait été rejoint par Chang, Jimmy Connors avait puisé dans toutes ses réserves de volonté et d'orgueil pour finalement l'emporter 6-4, quand même en reprenant une fois encore le service de Chang. Et puis au moment d'attaquer le 5e set, après avoir réussi un point gagnant, il est allé vers l'arbitre, il lui a dit « je ne peux pas continuer ». Cet après-midi déjà il avait fait venir le kiné, il se plaignait de douleurs dorsales, peut-être un début de sciatique. Il a donc renoncé sans avoir tenu à perdre ici à Roland-Garros. Il a eu une standing ovation, tout le stade était debout pendant près de 2 minutes à la fin du 4e set. Et c'est tristement que tout ce public a regardé partir Jimmy Connors, qui l'a mort dans l'âme, donc a renoncé aux internationaux de France de Roland-Garros. C'est donc Michael Chang, frustré d'une victoire probante sur son aîné. Vous savez que Jimmy Connors gagnait ses premiers tournois, que Chang n'était pas né. C'est Michael Chang qui jouera donc en 8e de finale contre Guy Forget. Et regardons un résumé des autres matchs. Qualifié Forget, Jacob Lasek, Agassi, Steffi Graf, Arantxa, Sanchez. Le résumé de la journée avec Didier Balès. Le court central faisait honneur aux dames pour le 3e tour avec 2 rencontres de simple, dont Jagerman face à Nathalie Tauziat, 14e mondiale. La meilleure française se montrait très expéditive, 6-4, 6-0, 1h30 de match, presque aussi bien que Steffi Graf ou Arantxa Sanchez, qui se sont elles aussi imposées en 2 manches. Il est sud-africain, participe pour la première fois au tournoi du Grand Chelem, son nom Marcos Ondrouska. Son adversaire Guy Forget se demandait même en début de partie s'il était gaucher ou droitier. Mais cela n'empêchera nullement le Français de s'imposer 6-1, 6-4 avant de connaître un habituel passage à vide au 3e set. Chasser le doute et la fatigue, le 4e set revient à Forget, qualifié pour les 8e de finale, défaite de 2 lettres face à l'Espagnol Clavet. Invasion américaine à Paris. La coqueluche du tournoi opposée au cadet des McEnroe dans le duel Made in USA. Le kid de Las Vegas dégaine le premier. 3 manches pour une qualification méritée. Dans l'autre choc, le conflit des générations a tourné à l'avantage de Chang après 3h30 de match et abandon de Connors. Boris Becker nous a rassurés sur son état de santé. Après une alerte contre Woodbridge, l'Allemand totalement rétabli, totalement libéré, est facilement venu à bout de Willy Mazur en 3-7, 6-3, 6-3, 6-2. La finale du championnat de France de rugby aura lieu demain au Parc des Princes à Paris, mais se jouera en famille, celle du Sud-Ouest. Elle oppose Bègle-Bordeaux à Toulouse. 22 ans après une finale mémorable, les 2 équipes se retrouvent donc de nouveau face à face pour le titre. En 69, Bègle avait gagné 11-9. Alain Dorgans.
Cette interception exhumée du passé qui a vu son auteur Jean Triot sceller la victoire de Bègle sur le Stade Toulousain traverse l'histoire. Cette image mythique qui a légué en héritage la force de vaincre sera transposée 22 ans plus tard sur la pelouse du Parc des Princes. Une finale qui fera couler beaucoup d'encre sous les ponts de la Garonne. Le style des deux équipes a changé. Le credo de Bègle, un rugby musclé. La mêlée girondine qui s'apparente à une tortue fait figure d'épouvantail, humiliant ses rivales. Le pack de Bègle stable, homogène et percutant est ce qui se fait de mieux depuis l'inexorable Béziers des années 80. Ces mastodontes aux allures de sprinters ont tout dévasté sur leur passage, à tel point qu'ils sont en passe de réaliser le doublé championnat challenge Yves du Manoir. Les Béglés donc légèrement favoris. En face, le Stade Toulousain, le club le plus couronné de la décennie avec 3 titres de champion de France, réservoir intarissable de talent et centre formateur par excellence. Exemple, l'itinéraire de 4 juniors issus du moule Maison, révélés à la faveur de la phase finale et dont leur ultime rendez-vous sera l'apothéose de demain. Bruno de la Riva, Olivier Marin, Michel Marfin et Pierre Bonduit symbolisent la relève du Stade Toulousain. À Toulouse, la priorité est donnée au mouvement du ballon et des joueurs. La méthode toulousaine, sollicitée avant et 3/4, en usant avec un savant dosage du jeu au pied. Avec Bègle et le Stade Toulousain représentant l'élite, c'est le rugby français qui s'offre un bain de jouvence. On a rêvé hier avec Vénus, eh bien on va continuer ce soir avec l'Antarctique que Jean-Louis Etienne va faire découvrir aux téléspectateurs de la 3 grâce à Thalassa. Georges Pernou va nous décrire cette superbe expédition en direct de Brest. Georges ? Et oui, Paul, je vais vous montrer d'abord ce bateau qui est unique au monde, qui fait 36 mètres de long, 10 mètres de large. Il est entièrement en aluminium. Il a été conçu pour affronter les océans polaires et résister aussi à la banquise. Alors à la tête de tout cet équipage, bien sûr, un commandant, mais au-dessus de toute l'expédition, Jean-Louis Etienne, bien sûr, vous le disiez, il est allé au pôle Nord à pied, il a traversé le continent antarctique avec ses chiens et ses traîneaux. Et puis cette fois-ci, Jean-Louis, vous partez avec un bateau. Oui, on part avec ce bateau, donc Antarctica, parce que les régions polaires sont baignées par les océans. Et notre objectif, c'est de faire découvrir toutes ces régions à une grande population d'enfants. Oui, l'expédition est beaucoup tournée vers les enfants. C'est un projet éducatif, c'est un voyage de découverte. Et nous allons être les messagers, je voudrais avec notre équipe être le messager de ces régions, le faire découvrir au plus grand nombre, parce qu'on ne les connaît pas. La Terre est ronde et les régions polaires sont aussi grandes que les régions équatoriales. Alors Paul, ce soir on aura un petit avant-goût, on va partir un petit peu avec lui pour l'accompagner au tout début de cette expédition. On sera donc dans Thalassa ce soir. Merci Georges. Thalassa à 20h45 après la classe et la 3 vous fait découvrir le monde. Il y a une autre émission qui s'appelle Traverse et qui est consacrée à un autre héros de notre société, Paul-Émile Victor. Après La Passion de la mer, La Passion de la terre, je vous encourage à lire ce très beau livre écrit par Roger Cans et consacré à 4 hommes, Bompard, Cousteau, Tazieff et précisément Paul-Émile Victor. Ce journal est terminé dans quelques instants. La météo de Florence Klein, à lundi 19h. Bonsoir et bon week-end. Bonsoir.